Bonjour et merci de choisir Radio Jenna pour démarrer votre journée de ce mercredi. Nous sommes au mercredi 5 mars 2025. Les journées vont très vite et nous avançons à grands pas. Est-ce que vous avez pu vous imprégner de tous vos objectifs déjà? Est-ce que ça avance à grands pas ou à petits pas? Sinon, redirigez donc ces objectifs, comme je le dis souvent, pour changer votre perception de la chose afin d'aller vers la réalisation de vos projets. On a deux vies et la deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. C'est avec cette philosophie chinoise de Confucius que nous démarrons cette belle matinée de mercredi que je nous souhaite à toutes et à tous très 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 belle. Alors, si vous le voulez, vous pouvez décrocher la lune. C'est pas moi qui le dis, c'est José. C'est parti pour ce deuxième numéro de la balade matinale sur Radio Jenna. Je suis Joanita Blavoutré. À l'instant, la chanson de Bienvenue avec José. Vous pouvez décrocher la lune. Il suffit de rêver grand, de voir les choses en grand et vous y parviendrez. Mes invités sont des dames. Ce matin, nous sommes déjà dans la célébration de la journée du 8 mars. Avec nous sur ce plateau et c'est Dame Noukli. Elle est sociologue de formation, spécialiste au genre et assistante au programme Femmes, Jeunesse, Paix, Sécurité à Wanep Togo. Bonjour madame. Bonjour. Un plaisir de vous avoir avec nous ici. Je suis ravie d'être là avec vous ce matin. Bonjour à nos chers auditeurs, auditrices, téléspectatrices. Oui. Voilà. Merci beaucoup également sur ce plateau de la balade matinale. Enyonam Eugénie Gadedi-Sotosu, journaliste de formation. Elle est la directrice de publication du site Africaine avec K, je précise. Bonjour madame. Bonjour chère consoeur Joanita, consoeur parce que vous êtes aussi journaliste. Bien sûr. Et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Jenna. Ça fait longtemps qu'on t'a vu par ici. Pas longtemps, mais ça fait un moment. Donc ça fait longtemps. Quand je dis longtemps, c'est que c'est longtemps. Hein. Ça fait un bon moment déjà. Ça doit faire minimum 2 mois. Bon. Minimum. Donc, ça fait plus que ça. Ah, bah voilà, ça veut dire que ça fait vraiment longtemps. Ça fait un moment, En tout cas, ça fait plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Je pense que on était là pour les 16 jours d'activisme. Voilà. Donc, en novembre. Ça fait un peu plus de 5 mois. Exactement. Ouais. Voilà, ces jours d'activisme sont à renouveler hein, parce que le combat doit se poursuivre. Justement, tout comme la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les 16 jours d'activisme continuent chaque année. Bien sûr. Et à Africaine, c'est un engagement que nous avons pris depuis le début. Donc, nous allons continuer aussi à mener des actions, des activités en faveur des femmes et des filles. En tout cas, courage à vous. Merci beaucoup. Alors, merci à vous pour le soutien. Il n'y a pas de quoi. Ce matin, nous allons parler d'un thème assez intéressant, la politique de la promotion des femmes dans les institutions. Est-ce que cette politique profite réellement aux femmes togolaises? On va en débattre sur ce plateau sans détour. D'abord, j'aimerais savoir, aujourd'hui, est-ce que le nombre de femmes que vous voyez sur la scène, que ce soit politique, sociale, culturelle, et j'en passe, est-ce que ce nombre vous satisfait, mesdames? Est-ce que vous êtes fiers de ce nombre ou est-ce qu'il faut encore qu'un travail se fasse? Fier, non, on ne peut pas dire qu'on est fier du nombre qu'on voit actuellement. Il n'y a qu'à prendre le nombre de femmes qu'il y a, par exemple, dans le nouveau gouvernement. On en a 10, si je ne me trompe pas, sur les 35. Voilà, ça ne fait pas encore la moitié. Voilà, les gouverneurs nommés la dernière fois, les femmes sont absentes. En infériorité. Si on peut le dire. Oui. Sont quasi absentes. Il n'y a qu'une seule femme parmi les gouverneurs nommés. Non, on n'est pas satisfait. Mais on va reconnaître que c'est déjà... il y a déjà un pas qui est fait. Même si ce pas-là, ça ne nous convient pas, ça ne nous satisfait pas. Mais on a déjà au moins cette... représentation dans les sphères de décision. C'est déjà ça. Et beaucoup de travail reste encore à faire. Parce que on ne peut pas construire une société en laissant de côté, j'aime bien le dire, j'aime bien dire cette phrase, on ne peut pas construire une société, développer une société en laissant de côté une grande majorité capable de cette société-là. Quand on sait surtout que le pourcentage de femmes excède ceux des dans hommes. Notre pays, oui, dans notre pays. Oui, dans notre pays. Alors, vous mettez de côté ces femmes-là, ce pourcentage-là, ce grand nombre, vous ne leur
donner pas des positions de décision, des positions d'autorité où elles peuvent carrément exceller, où elles peuvent révéler leurs compétences, leurs talents, contribuer au développement de la société. On s'handicape soi-même. Un vrai handicap, on va dire, pour l'évolution, l'éclosion de la société togolaise. Eugénie, d'avis avec Issénam? Oui, je suis d'avis parce qu'aujourd'hui, avec le dernier recensement, nous avons constaté tous que les femmes sont en majorité que les hommes. Donc, il y a plus de femmes que les hommes. Et si on veut faire développer un pays, il faut que la majeure partie donc, de la population puisse s'intéresser à la gestion des affaires publiques. Et de façon générale, nous sommes partis d'un constat où nous sommes partis d'un point A pour un point B. Et pour parler donc du processus, il faut noter qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer qu'une femme soit à la tête d'un gouvernement au Togo, dans un pays africain. Il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer une femme ministre, une femme maire, une femme dirigée. C'est vrai que nous n'avons pas les chiffres qu'il faut. Nous souhaitons avoir plus de femmes qui s'impliquent réellement dans la chose publique, mais il faut noter qu'il y a eu des avancées. Le gouvernement actuel compte 9 femmes, donc à peu près une dizaine. Ce n'est pas sur 35 juste 9, il faut se poser des questions. Mais en même temps, il faut aussi réfléchir. Les femmes, est-ce qu'elles s'intéressent vraiment à la gestion de la chose publique? Est-ce qu'il y a des femmes capables de diriger? Est-ce qu'il y a des femmes capables de rester à la tête des portefeuilles? C'est pour ça, moi, particulièrement, j'apprécie les programmes de formation en leadership pour les jeunes filles. Parce que si demain, nous souhaitons avoir des femmes compétentes qui dirigent, il faut avoir déjà une base solide dès qu'elles sont jeunes filles. Donc, je me dis, aujourd'hui, nous sommes dans la phase peut-être test, et d'ici quelques années, nous en aurons plus. On a parlé des gouverneurs. Il y a une femme qui est gouverneure, celle du grand district, du district autonome du Grand Lomé. Donc, oui, c'est sur 5, c'est un pas. Quand on parle des femmes préfets, il y en a eu 2. Il n'y en a que 2 sur les 39 préfectures, que 39 ou 31 préfectures du Togo. Donc, c'est aussi se poser des questions sur l'implication des femmes dans les partis politiques. Parce que pour qu'un président... Des femmes elles-mêmes, en fait. Oui, pour qu'un président puisse nommer une femme, c'est que celui-ci a confiance en cette personne. Il faut qu'elle arrive à se dissiper ou c'est encore à s'extirper de ce groupe-là. Voilà. À se démarquer, que ses actions parlent en faveur de ce qu'elle peut apporter. Donc, c'est pour ça aussi que nous invitons les femmes à sortir de l'ombre. Parce qu'il y en a qui font des choses formidables, mais par modestie, elles refusent qu'on en parle. Et alors que quand on n'en parle pas, est-ce que c'est la modestie? Parfois, les femmes... C'est une fausse modestie. C'est pas de la modestie. Moi, je ne dirais pas que c'est de la modestie. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent le fait que les femmes ne soient pas positionnées ou ne se mettent pas en avant dans les sphères de décision. Permettez que je finisse pour que vous reveniez dessus. Quand je parle de modestie, c'est ce qu'elles disent. C'est une fausse modestie. C'est elles-mêmes qui le disent? Oui. Vous êtes sans savoir qu'Afrique, elle tient une rubrique de la semaine où nous mettons en lumière les femmes, les jeunes filles. Mais quand vous allez vers celle-ci, elles vous disent non, je préfère rester dans l'ombre, je n'aime pas qu'on parle de moi. Est-ce que c'est pas parce qu'elles ne savent pas s'y prendre? Il y a une qui nous a parlé de demi-communication. Elle veut bien qu'on parle d'elle, de ses actions, mais elle ne veut pas qu'on en parle de trop. Donc, elle parle de demi-communication. C'est-à-dire, elle ne veut pas être trop mise en exergue? Justement. Donc oui, c'est culturel aussi, c'est social, mais je pense qu'il faut que celle-ci arrive à se démarquer pour militer vraiment dans les partis politiques. Généralement, dans les partis politiques, les rôles qu'elle joue, c'est celle qui sert de l'eau, celle qui crie, celle qui scande les slogans. Mais il faut qu'elle aussi puisse être à la tête des partis politiques, être dans les bureaux nationaux des partis politiques. C'est seulement réellement une contribution. Voilà. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra les compter parmi les femmes qui dirigent réellement. Alors, Issénam, vous vouliez rajouter quelque chose à ce que je disais? Moi, je voulais revenir sur pas revenir, mais rajouter un point qui est le facteur des normes, des valeurs socio-culturelles.
si dans une société où on passe le temps à dire aux femmes, une femme, elle ne doit pas être visible. Quand les hommes parlent, une femme ne doit pas parler. Quand les hommes sont quelque part, la femme doit être en retrait. Une femme ne doit pas se mettre en avant. Mais nous avons passé ces stéréotypes, ça fait un moment déjà. Vous serez surpris d'être étonné, comme je le dis, que dans notre société et dans beaucoup de communautés, ça se passe toujours comme ça. Et quand on éduque, je vais prendre juste l'exemple des ménages. Quand on a des invités, ou bien quand on a 2 garçons et une fille à la maison, et qu'il y a des cousins et des cousines, quand eux tous et toutes s'amusent, et quand il y a une discussion et que la fille, ou par exemple, commence par exprimer, vraiment à détailler, à parler, à argumenter, merci, ces points, et que les garçons commencent également à parler, à argumenter. Quand ça commence, on ne peut pas devenir chaud. On dit, oh, mais toi, viens par ici. Toi, il faut les laisser parler. Toi, tu es en train d'argumenter avec les garçons comme ça. Toi, une fille, tu argumentes avec les garçons comme ça. C'est pas possible. Tu vas aller dans le foyer de qui comme ça? Non, il faut faire une femme, elle fait doucement, elle est en retrait. Vous voyez, quand on passe le temps, là, en fait. Exactement. Quand on passe le temps à dire ce genre de choses à une personne, à une enfant, qui grandit, je dis une enfant parce que je fais référence aux filles, qui grandit, on est en train de socialiser cet enfant avec ce genre de normes, qu'on pense normes et de valeurs, alors qu'en réalité, on est en train d'handicaper cette femme. Elle va aller à l'école, elle sera peut-être première de la classe, et elle sera la plus intelligente, mais peut-être si on veut avoir un major de classe ou un délégué de l'établissement, elle ne va pas vouloir forcément y aller parce qu'elle va se dire, il y a des garçons, si j'y vais, on va trop m'attaquer, j'aurai des commentaires qui me feront pas plaisir. Je ne veux pas qu'on me mette en avant pour ne pas avoir des attaques, pour ne pas subir des réflexions qui ne me feront pas plaisir. Exactement. Donc là, déjà, dans cette société, si on prend la majorité des femmes, la réflexion sera de cette manière-là. Les premiers réflexes seront cela. Aujourd'hui, on rend grâce parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Bien sûr, il y a des politiques qui sont mises en place par l'État qui favorisent maintenant la scolarisation des jeunes filles, d'accord? Mais des bourses même, la dernière fois, j'ai eu la mère agente de Wawa qui me disait qu'il y a plein de bourses aujourd'hui pour les jeunes filles, mais qu'elles ne sont pas au courant. Il faut aussi aller à la recherche de ces informations. La recherche de l'information, mais il faut également que dans les ménages, que nos familles, à la maison, qu'on comprenne que pousser une fille pour aller de l'avant, pousser une fille à s'exprimer, à s'afficher, ce n'est que bénéfice, non seulement pour la famille d'abord, mais également pour la communauté et la société. Il faut parler. Et les femmes doivent comprendre que le plus je parle, le plus je m'exprime, le plus je partage ma vision avec les uns et les autres, le plus je m'investis dans ma communauté, le mieux c'est pour moi d'abord, pour peut-être mes enfants et pour les autres enfants, les autres membres de la société. Je rejoins parfaitement Eugénie là tout de suite sur ce qu'elle a dit. Il faut que les femmes osent s'exprimer. Pour ça, il faudrait qu'elles se libèrent d'abord de tout ce qui leur a été inculqué et qui les limite inconsciemment. Se mettre en avant, ce n'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire. Mesdames, vous avez les compétences qu'il faut. Affichez-vous. Aujourd'hui, dans ce pays, on a énormément de femmes qui sont très compétentes, mais comme elle a dit, qui refusent de s'afficher par crainte peut-être des représailles de ce que la belle famille dira. Peut-être, mais qu'il n'y aura pas de représailles. Voilà. Mais la belle famille, généralement, quand vous entendez des commentaires, c'est... Quand je vais m'afficher maintenant, les belles-sœurs, les beaux-frères, tout le monde aura le regard sur moi, mes enfants ne seront pas en sécurité. Parce qu'on a passé le temps à leur inculquer cette peur-là, qui n'est qu'une illusion en fin de compte. Et puis, une vraie illusion. La plupart se cachent pour dire... Oh, je préfère rester dans mon alors coin que c'est elle qui a de très bonnes idées et qui, au lieu d'exprimer ce qu'elle a dit, justement, ça c'est aussi un autre point. Si tu as quelque chose d'intéressant à dire, il faut le dire à ton mari ou à un homme à côté qui va le dire. On a tellement passé le temps à dire ce genre de choses aux femmes qu'une femme directrice peut-être ou qui se retrouve dans une entreprise, mais dans la communauté ou au village où il y a une réunion où on l'invite également, elle vient avec son mari, elle a quelque chose à dire, elle va chuchoter ce qu'elle a dit à son mari,
C'est elle qui pour va que le dire. le monsieur parle. Vous voyez à quel point on s'handicape nous-mêmes. Mais ça, ce sont également des femmes qui donnent ce genre d'éducation à leurs filles. Donc, je pense que la base carrément est à revoir totalement s'il faut parler de ce sujet. Alors, donc, mesdames, comment on va dire que se porte la promotion du genre féminin au Togo aujourd'hui? Oh, je dirais que nous avons... Quelle note? Piège. Non, c'est pas un piège, c'est juste pour pouvoir évaluer un tout petit peu. Je dirais 6 sur 10. 6 sur 10, ça veut dire que la moyenne est déjà là. 6 sur 10 parce qu'il y a des politiques qui existent, qui font la promotion de la femme et qui incitent la jeune femme ou la femme à prendre des décisions, à être au devant de la scène. 6 sur 10 parce que au-delà des politiques, il faut des actions de terrain, des actions concrètes. Oui. Ce sont ces actions qui, parfois, ne répondent pas aux besoins réels. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là, nous parlons de promotion de la femme de façon générale. Mais dans le concret, sur le terrain, il y a encore des femmes qui sont brimées. Il y a encore des femmes qui subissent des atrocités. Il y a encore des femmes qui n'arrivent pas à accéder aux ressources financières. La note? Moi, je vais être sévère un peu. Je vais en donner un 4 sur 10. 4 sur 10 parce que... on a une augmentation des violences sexuelles, non seulement sur les enfants, mais sur également les femmes et les jeunes filles. Oui. On a également une augmentation maintenant de la violence en ligne, la violence digitale. Oui. Et certes, on a des politiques qui sont mises en place, mais comme Eugénie l'a dit tout à l'heure, ces politiques-là, est-ce que ça répond réellement aux besoins? Est-ce qu'on travaille sur les vraies causes de la situation? Est-ce que ces politiques-là ne servent pas juste de pansement pour les situations au lieu de travailler sur les réelles causes? Donc, pour moi je donne ce 4 sur 10 là. 4. C'est pas sévère. 4, c'est une bonne note. C'est pour encourager, pour dire, vous êtes sur la bonne voie, continuons. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le 4 sur 10, ça justifie aussi les nominations qu'il y a eu ces derniers temps. On est en 2025. Le Togo a ratifié beaucoup de conventions. Le Togo a adopté des lois. Même dans la modification de la Constitution en 2010, qui a eu lieu en 2019, il y a des lois qui ont été intégrées pour la protection des femmes, pour Mais malheureusement, toutes ces lois-là ne sont pas mises à profit de la femme. Les lois sont votées, mais dans vous allez, par exemple, je prends un pays européen parce que je ne maîtrise pas trop la situation en Afrique. En France, à tout hasard, vous ne verrez aucune femme être brimée en ce qui concerne ses droits familiaux. Ce dont nous n'avons pas encore bénéficié jusque-là. Et pourtant, on nous dit qu'on a ratifié ces lois. Justement, l'application est à un autre niveau dans ce pays que vous venez de citer. Ici, on a ratifié, on a voté les lois, on a adopté les politiques, mais dans l'application, on n'est pas encore arrivé. Il y a beaucoup à faire. Il faut vraiment une réelle volonté politique pour que cela se fasse. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des casques. En moins d'un mois, dans ce pays, quand on a décidé de le faire, a été prise pour que chaque personne sur une moto doit avoir un casque. Dans ce pays, en moins d'un mois, on l'a respecté. Ça voudrait dire que quand on veut, on peut. Oui. Du coup, pourquoi est-ce que, en ce qui concerne les femmes, est-ce que les questions réelle de promotion et d'égalité de genre, malgré toutes les ratifications, malgré les changements, on en est toujours à ce stade. Et là, on est en train d'aller même vers l'empirement, je ne sais pas si ça se dit en français, le recul un peu. Le recul de ce qui a déjà été acquis à un moment donné. D'accord. Alors, Eugénie, permettez que je revienne sur l'exemple que vous aviez donné par rapport à l'accès des femmes à la terre. Vous aviez dit qu'en France, par exemple, ce n'est pas le cas. Et il faut aussi être réaliste. La France a commencé la lutte il y a bien longtemps. Et je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec le directeur exécutif de l'AMF, l'association internationale des mères francophones, qui me disait, mais écoutez, pour qu'aujourd'hui la France arrive à ce stade, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs phases
où à un moment on pensait que c'était plus possible. Ça veut dire que nous sommes dans le processus et nous n'allons pas mettre la charrue devant les bœufs. Ça prendra peut-être du temps, mais il faut aussi reconnaître que les autres pays que nous donnons aujourd'hui en exemple ont commencé la lutte bien avant très nous. Longtemps. Justement. Et c'est de là, c'est chez eux que nous avons vu et que nous voulons, parle du fait nous même voulons que reproduire par ici. Donc, donnons du temps à la société civile qui fait son travail, au gouvernement qui en fait également, pour que demain on puisse avoir les droits que nous citons. Moi, je refuse qu'on compare. Non, je ne suis pas dans la comparaison, Eugénie. Je voudrais juste parler du fait que nous avons ces lois, mais ce sont des lois méconnues du public. Oui. Quel travail est fait? Quel accent particulier est mis sur ce côté pour que les femmes, celles qui sont encore derrière, se rendent compte qu'il y a réellement des lois qui les protègent? Parce que vous voyez une femme qui se fait brimer dans son foyer, qui se fait tabasser, qui doit bénéficier de quelque chose dont la famille la prive, mais qui ne sait pas où se diriger, vers qui se diriger pour réclamer ou être en possession de ses droits. C'est de ça, moi, je parle, en fait. Oui, pour la divulgation des informations concernant les lois, les tests qui existent, il y a les OSC qui abattent un énorme travail mais sur qui le reste terrain. Insuffisant. Mais les OSC seuls ne peuvent rien faire. En fait. Voilà, D'où c'est l'importance, le pourquoi je réitère la volonté politique. Et j'ai donné l'exemple du port du casque pour dire que si on veut réellement, ces situations seraient réglées plus vite. C'est vrai que la France et les autres sociétés ont commencé la lutte beaucoup plus tôt. Mais en Afrique également. Sauf que ce n'était pas peut-être de la même manière. Mais les femmes sur ce continent n'ont pas non plus attendu le droit de vote avant de commencer par faire des revendications à leur manière. Peut-être pas de la manière aussi visible que les Européens et les autres continents, les Américains, ont eu à le faire. Mais à leur niveau, sur notre continent, les femmes se sont toujours battues pour obtenir ne serait-ce que le minimum de droits. Donc, les OSC sur ce continent, en tout cas dans notre pays, abattent un énorme travail. Mais seuls les OSC ne peuvent pas y arriver. Alors, c'est vrai qu'il y a des cellules, des agents, même dans des villages reculés maintenant, il y a au moins vous trouverez une cellule d'une organisation de la société civile qui va apporter des ressources ou bien des informations. Mais c'est une question également de moyens. D'accord. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Sauf qu'il y a un travail qui doit être fait côté gouvernemental. Maintenant, si nous prenons ces femmes qui sont déjà devant de la scène, Eugénie, vous avez donné 6 sur 10, ça veut dire qu'il y a quand même un travail qui est fait déjà. Est-ce que celles qui sont au devant de la scène n'ont pas, on va dire, une mission, je vais dire, une obligation même envers leurs consoeurs, leurs sœurs ou encore leurs mamans et petites filles à venir pour que on se donne un défi dans 10 ans. Voilà, il faut que ces filles-là viennent nous remplacer et qu'elles fassent mieux que nous. Est-ce qu'elles se mettent dans cette posture déjà? Je dirais que la mission n'est pas que pour elles. La mission de faire émerger des jeunes femmes n'est pas que pour les femmes qui sont aujourd'hui à la tête ou au devant de la scène. C'est pour nous tous, y compris les hommes. Quand un homme parle d'une cause féminine, ça passe beaucoup plus vite que quand une femme est au devant. Et les femmes qui sont nommées ou qui sont peut-être mères élues, celles-ci, c'est vrai qu'elles ont une mission. Et cette mission, c'est de bien faire. C'est de donner l'exemple. C'est surtout ça. Donner l'exemple pour qu'on sache que les femmes sont capables de faire. Les femmes peuvent aussi gérer autant que les hommes. Leur mission, c'est ça. Maintenant, au-delà de ça, elles peuvent soutenir. Elles peuvent soutenir celles qui arrivent. Maintenant, dans les couloirs, vous savez ce que ça peut être. Mais en réalité, ce n'est pas une obligation. Mais c'est un moyen aussi où elles peuvent utiliser leur leadership aujourd'hui pour faire émerger d'autres personnes. Et c'est pareil pour les hommes. Quand vous êtes nommé député ou vous êtes élu député dans votre zone, vous ferez l'effort pour que de meilleurs élèves continuent leur cursus scolaire. C'est pareil donc pour les femmes aussi. Donc, j'évite souvent qu'on mette la pression, qu'on mette une forme de pression
sur les femmes qui sont au devant de la scène. D'accord. J'évite cela parce que déjà, elles doivent cohabiter avec les hommes qui ne sont pas habitués à voir les femmes devant. Elles doivent gérer ce stress et elles doivent faire l'effort aussi de donner de leur mieux. Parce que quand vous êtes nommé, vous êtes femme, vous êtes nommé ou vous êtes à un poste de décision, vous devez faire 2 fois plus d'efforts pour ne pas... Désolée, 2 fois plus d'efforts pour être appréciée. Donc, c'est une pression qui est déjà là. Maintenant, comme je l'ai dit, elles peuvent soutenir les actions qui vont en faveur de l'émergence de nouveaux talents. Alors, et Sinem, quels sont les secteurs où les femmes ont le plus bénéficié de politiques de promotion aujourd'hui? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est l'entrepreneuriat? C'est la politique? Quel secteur a le plus émergé? Quel secteur a le plus émergé? Bon, je vais parler de l'éducation. D'accord. C'est vrai qu'il y a, côté éducation, la politique pour la parité, en tout cas dans ce sens-là, au niveau du primaire, a été un grand succès. Il faut le reconnaître. Mais quand on monte, on quitte le primaire et quand on monte, on va au secondaire, le chiffre... Au primaire, par exemple, si je m'abuse, en 2023, c'était 94% de scolarisation de part de jeunes filles, de jeunes enfants à l'école primaire. C'est un chiffre génial, le travail était impeccable. Mais quand on monte, quand on va au niveau du secondaire, ce chiffre a baissé. A commencé par baisser. Voilà, on est arrivé c'est là qu'on rencontre des grossesses précoces et tout ça. Le secteur de l'éducation, moi, je vais prendre le secteur de l'éducation parce qu'au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, ce ministère a mis en place beaucoup de mécanismes, en tout cas, non seulement pour assurer la sécurité des apprenantes, mais pour leur permettre également d'émerger. D'où les bourses dont vous avez parlé tout à l'heure. Il faut que ces informations-là soient divulguées, soient vulgarisées, je préfère ce mot, pour que même la petite fille dans un coin reculé de Mango sache que, bon voilà, si je finis, j'ai cette note, je peux postuler il y a cette bourse, je peux postuler pour arriver, je peux faire ceci, je peux faire cela. Au niveau du ministère de l'Éducation, je vais prendre ce secteur-là. Maintenant, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, il y a également le FNFI, le FAIEJ, des structures, des mécanismes qui sont mis en place pour encourager les femmes à entreprendre. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits à ce niveau. Pas que les femmes, c'est pour toute la couche. Les jeunes et les femmes. Mais les jeunes et les femmes, c'est pour ça que je parle des femmes. Parce que, voilà, là, ça permet aux femmes d'avoir au moins un financement pour une activité. Même si, là-bas, bon, pas même si je vais dire qu'il faudra aussi, à ce niveau, adapter le soutien, l'apport qu'on apporte à ces personnes-là, à ces femmes-là, à leurs besoins réels. L'éducation est amorcée, on va dire, côté promotion féminine. Oui. L'entrepreneuriat également, pas encore côté politique. Côté politique, je vais passer. Je préfère. Est-ce qu'il faudra... C'est vrai qu'il y a eu, avec la nomination de Madame Dogbe comme Premier ministre. Et l'élection de Madame Yawa Tchegan comme présidente de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout satisfaite. Parce qu'à l'Assemblée, on a actuellement 113. On a 17 femmes, si je ne me trompe pas, pour 96 hommes. Est-ce que c'est le nombre qui compte ou c'est le travail qui est en train d'être fait? Non, je pose une question. En fait, le Togo, il y a une loi au Togo qui impose un minimum de quotas, c'est-à-dire de 33%. Voilà, pour chaque liste électorale. Oui. Si c'était respecté, je pense qu'on n'aurait pas ce chiffre à l'Assemblée. C'est vrai que les femmes ne se positionnent pas, mais ça coûte quoi à ces partis de mettre en place en leur sein des mécanismes pour encourager les femmes à se positionner, à être plus visibles, à se mettre en avant. Eugénie l'a dit, ils ne viendront pas tout faire à la place des femmes. Non, je sais. Mais quand on sait qu'il y a des personnes qui ont... Quand tu regardes une personne qui a des compétences, et tu sais que cette personne a des compétences, mais n'ose pas
s'afficher, c'est à toi. En tout cas, si vous évoluez ensemble, c'est là le rôle de leader. En toi d'encourager cette personne à permettre, à faire voir cette personne ses propres compétences, ses propres capacités, à mettre la lumière sur cette personne-là. Une fois que cette personne réalise sa capacité, ses compétences, elle pourra également éclairer d'autres et servir d'exemple à d'autres. Pour les autres. Eugénie? Je veux répondre à la question également que vous aviez posée sur quel domaine a le plus émergé. Oui. Je pense également, comme ma soeur, que l'éducation, aujourd'hui au Togo, on pourra dire fièrement que le gouvernement fait assez pour soutenir l'éducation de la jeune fille. La gratuité, par exemple, au cours primaire, la réduction des frais, la suppression des frais d'examen pour les filles aux examens, je pense que c'est beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais en même temps, l'autre constat, c'est que déjà, à partir du baccalauréat au niveau supérieur, il y a beaucoup d'autres difficultés qui existent, qui font que les femmes n'arrivent pas à poursuivre des études supérieures et dire qu'elles veulent tenter d'être dans l'enseignement supérieur. Et c'est pour ça qu'avec Afriquel, cette année, pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous avons décidé de faire une campagne de communication dénommée Femmes, Éducation, Femmes au supérieur, pour parler des disparités et des inégalités qui existent dans l'enseignement supérieur et qui ne favorisent pas les femmes et les filles qui veulent bien aller au-delà, faire la licence, le master, le doctorat, faire une thèse. Donc, ça, peut-être on aura d'autres occasions pour en parler. Oui. Et au-delà de l'éducation, l'entrepreneuriat également, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place, qui incitent des incubations qui sont que pour les femmes, pour les permettre donc d'asseoir leur business. Je pense que c'est beaucoup. Il y a aussi la politique. Aujourd'hui, oui, quand on dit qu'on a une femme à la tête du gouvernement, quand on dit qu'on a eu une présidente de l'Assemblée nationale, c'était les premières fois. C'est un acte, un signal fort qui est adressé à l'ensemble de la communauté, notamment dans les institutions et également au niveau des partis politiques. Même quand on parle des conseillers municipaux, conseillères municipales, il y en a plein. Oui, il y a 117 femmes qui sont conseillères municipales. 1500 et quelques. Oui, ce n'est pas beaucoup. Mais ce que je veux relever, c'est qu'il y a une politique pour permettre aux femmes justement de pouvoir notamment la réduction des frais pour les candidatures. Oui. Mais l'autre travail qu'il y a à faire, c'est dans les partis politiques. Comme je l'ai dit. Les femmes dit qu'il faut renforcer ces politiques-là. Oui, qu'il faut renforcer. Quand on dit aujourd'hui sur les listes, il faut avoir un minimum de femmes, ce n'est pas suffisant. Il faut demander à ce qu'on puisse mettre en place des listes zigzag. Parce qu'on dit, oui, comme on dit qu'il faut avoir un minimum de femmes, les gens partent à amener des femmes, on met l'homme, et puis on met les femmes à la tête, tout en sachant que ces femmes, même si ils ont un bon nombre ou un grand nombre de votes, ces femmes ne pourront pas être soit conseillers ou soit députées. Donc, ils le savent. C'est juste pour bourrer, en fait. C'est fait juste pour dire que, bon, nous aussi, on met des femmes sur les listes. On l'a fait alors comme vous l'avez demandé. Quand on exige que quand il y a un homme, qu'il y ait une femme, un homme, une femme, je pense que ça permettra aux partis politiques maintenant de renforcer les capacités des femmes qui sont dans leur parti pour pouvoir les placer notamment sur les listes électorales pour que quand on aura des élections, on puisse avoir des femmes aussi qui sont élues, pas peut-être 50-50, mais qu'on puisse avoir un bon nombre de femmes aussi positionnées dans les sénats, les assemblées, l'Assemblée nationale, le gouvernorat. Et aujourd'hui, on a les conseillers régionaux, qu'on puisse aussi avoir des femmes à ce niveau. Là-bas. J'aimerais juste... on va évoluer. Non, on va évoluer. Non, cette fois-ci, non, on va évoluer. Alors, ce que je voudrais savoir, quel rôle les hommes et la société civile peuvent jouer aujourd'hui pour permettre plus cette promotion du genre féminin dans les instances comme nous le souhaitons ici? Bon, la société civile fait déjà beaucoup. La société civile abat énormément de boulot sur le terrain. D'accord. C'est énorme. Maintenant, il faudrait que ce travail-là soit
amplifiées par le biais des médias. Qu'est-ce qu'il faut améliorer exactement? Non, permets que je fasse un petit commentaire. Il faut que ce travail soit amplifié par les médias, mais quand les OSC font des projets, ils ne mettent pas la tranche communication, couverture médiatique. Quand vous mettez médias, c'est pour faire les tricots, c'est pour faire les affiches. On ne met pas le budget pour que les médias amplifient les actions des OSC. Alors que les médias sont aussi des sociétés qui doivent vivre. Bien sûr. Non, oui, on reviendra sur ce débat. Moi, je voudrais qu'on avance sur la promotion du genre féminin. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement au niveau des OSC? C'est vrai qu'ils en font énormément, mais il faut quand même apporter un coup de pouce à ce qui est déjà fait, parce que sinon, le résultat n'évoluera pas, en fait. Bon, moi, je vais prendre les OSC et je vais prendre le gouvernement aussi. Oui. Pour que la situation s'améliore, il faut qu'on travaille sur les causes réelles de ce qui entraîne ce que nous vivons dans nos sociétés, cette inégalité, cette disparité-là. Et cette cause-là, l'une de ces causes-là, c'est les normes, les valeurs et les traditions de nos sociétés. Aucune tradition n'est statique. Aucune norme n'est figée dans le temps. Tout évolue, tout change selon, et en plus ça diffère en fonction des sociétés. Tout change, tout évolue dans le temps. Pourquoi est-ce qu'on veut garder des normes, des politiques, des traditions qui entraînent des injustices sociales, qui font du mal à une tranche, à une couche de la société, qui les rend vulnérables et qui les appauvrit? Alors que cela nous handicape également, nous autres qui faisons ça, qui maintenons ce genre de système. Donc, il faut agir sur les causes profondes, c'est-à-dire les normes, les valeurs, nos traditions, qui entraînent ces inégalités et ces injustices-là. Si on ne touche pas à cela, on va continuer par faire le nécessaire, en tout cas, arriver comme des docteurs qui soignent. Mais pour la prévention, pour éviter que ce genre de choses ne se passe, il faut qu'on travaille sur les normes. Et là intervient le gouvernement. La reformation, oui, voilà. Bon, les OSC appuient normalement les OSC appuient les actes du gouvernement. Et c'est pas le contraire. Et c'est pas le contraire. C'est pour ça que je mets plutôt l'accent sur le gouvernement. Il faut une réforme au niveau du système éducatif. J'ai pris ce secteur-là comme exemple qui émerge et c'est un secteur qu'il faut vraiment promouvoir, mettre encore plus de l'avant. Donc, il faut réformer le système éducatif. Introduire dans ce système éducatif-là les notions d'égalité de genre, égalité de justice sociale. En prendre aux enfants depuis le primaire qu'une femme et un homme, un jeune garçon et une jeune femme ont les mêmes compétences, évoluent dans la société, les opportunités sont là. Se manger, laver les assiettes, c'est pas une tâche pour une femme. Tu es un être humain, tu manges, donc tu dois être propre. Tu es un être humain, tu dois être propre. Tes vêtements sont sales, tu es un être humain, tu dois laver. Ce n'est pas une question de femme, ce n'est pas une question d'homme. Tu as faim, tu dois apprendre à cuisiner. Si tu ne peux pas apprendre à cuisiner, tu payes quelqu'un pour le faire. C'est pas une question de femme, c'est pas une question d'homme. Ça c'est juste, je prends ça de manière aussi basique. Mais c'est sur ça qu'il faut travailler. Si on travaille sur ça, déjà en grandissant, on aura des individus dans la société qui traiteront les autres non seulement avec égard, mais avec du respect et de la considération, qui mettront en avant la compétence, ce que l'autre a apporté, plutôt que le sexe qu'il y a entre les jambes de cette personne-là. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, vous savez qu'ils s'aventurent toujours dans le mariage parce qu'ils se disent la femme va me faire ci, la femme va me faire ça. Non, et ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent. C'est très simple. Il faut qu'on en finisse avec ces stéréotypes-là. Il est à l'université ou bien il vit seul quelque part et il se fait à manger matin, midi, soir. Des fois, tellement il a la flemme de cuisiner que lui-même, il se fait un petit gari et qu'il boit parce qu'il ne veut pas cuisiner. La première chose qu'il dira en conversation, c'est il faut que je me trouve d'abord une copine. Et dès qu'il commence à boulotter, il faut que je me marie. Et dès qu'il se marie, je sais, vos camarades étudiants que vous avez rencontrés hier, vous les trouvez avec des joues, un petit bidounet là de ventre, et il va te dire, oh, je suis mariée. C'est pour te dire que je ne fais plus tout ce qui est comme travail domestique. J'ai pris une bonne. Merci beaucoup. Qui travaille gratuitement. La bonne, au moins, on la paie.
c'est dommage pour nous les filles, hein, et nous les femmes, hein, Eugénie. Mais bon, nous, on a déjà commencé ce combat. Je pense que ça va être accentué. De quel côté faudra-t-il accentuer ce travail qui est déjà fait de part et d'autre, Eugénie? Moi, si j'avais un minimum de pouvoir dans ce pays, c'est que les tests que nous avons, les politiques que nous avons, les mécanismes que nous avons mis en place jusqu'ici, on ne va pas en rajouter, mais on se concentre sur les actions. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un cas de viol, qu'on le signale et que c'est avéré, qu'on prenne cette personne, qu'on l'emprisonne selon les tests. Simplement. Quand on dit... Même si c'est le papa de la fille, même si c'est le frère de la fille, qu'on le mette en application. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus à dire, écoutez, c'est... si on l'a fait ça... qui va nourrir la famille. C'est-à-dire, on applique la loi simplement. On dit aujourd'hui que le gouvernement ou le chef de l'État a décidé qu'on réserve 10%, je pense, de la part des marchés aux femmes. On applique simplement ça. On donne les 10% aux femmes. Quand elles se présentent, on donne, on respecte le quota. On dit qu'il faut présenter les femmes aux élections. On positionne aussi des femmes. C'est aussi simple à faire. C'est-à-dire que les mécanismes, les politiques, les lois qui sont là, c'est déjà bon. On applique ça comme il se doit. Et si on appliquait réellement ces mécanismes, ces politiques, je pense que peut-être la note que je donnerai aujourd'hui sera peut-être 9 sur 10. Donc, aujourd'hui, il faut passer au concret. Il faut des actions concrètes. Et peut-être que nous ne sommes pas dans les priorités du gouvernement, ce que je peux comprendre. Mais je pense qu'aujourd'hui, faire la politique de la femme doit être parmi les priorités des gouvernants. Moi, je ne comprends pas. Qu'on ne soit pas la priorité. On est quand même 51% de cette population. Donc, si le budget de l'État, normalement, devait prendre en compte... Ces 51% là. Pas devrait, même doit normalement prendre en compte les besoins de cette majorité-là de la population et rentabiliser, capitaliser dessus. Il ne faut pas oublier que lorsqu'une femme prend le pouvoir ou encore lorsqu'une femme veut faire quelque chose, elle le fait parfois mieux que les hommes. Excellemment bien. Ce n'est pas parce que nous sommes des femmes sur le plateau, chers auditeurs, chers followers, souffrez que nous mettions en valeur ce que nous sommes. Alors, mesdames, nous sommes presque à la fin. Quand on parle d'équité genre ou quand on parle d'égalité aujourd'hui, quels défis personnellement vous rencontrez et comment arrivez-vous à braver cela? C'est comme un témoignage que je demande pour que celles qui sont encore derrière puissent apprendre sur vous. Je vais laisser Julie. Je pense qu'elle aura beaucoup plus à dire. Non, mais la question telle que vous l'avez posée, j'ai commencé par réfléchir. Je me demande quels sont les défis que je rencontre. Mais je dirais qu'aujourd'hui, dans ma vie actuelle de femme entrepreneur, je pense que les défis que je rencontre sont les mêmes que les hommes rencontrent, à l'exception que parfois, vous arrivez devant un partenaire qui, au lieu de discuter carte sur table sur ce que vous lui apportez, veut plutôt demander, vous avez un mari, vous avez des enfants, vous habitez où? Des questions qui parfois ne sont pas posées aux hommes. Donc, c'est un peu ce côté Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce que ces questions sont posées? Ces questions sont posées justement pour savoir si la personne peut vous faire la cour. Si la personne peut obtenir quelque chose de vous en tant que femme. Oui, moi, je ne l'avais pas compris comme ça. C'est ça, c'est une autre manière de le dire, peut-être subtilement. Mais en réalité, c'est ça. Quand on vous demande, vous avez déjà quelqu'un, vous habitez où, je peux vous déposer, c'est justement pour avoir accès à votre intimité. Au-delà de ça, je pense que nous, en tant que femme entrepreneur, je rencontre les mêmes difficultés. En tant que femme journaliste, je rencontre les mêmes difficultés, à l'exception de ce que je viens de raconter là, que les hommes. Maintenant, dans ma vie de femme au quotidien, ou de jeunes femmes et de jeunes filles hier, on a parlé des normes, on a parlé de ce que la société attend de nous. En tant que femme, on te dit, quand vous allez peut-être dans les réunions de famille, on attend que les hommes parlent d'abord. Toi, la femme, peut-être que si vous... C'est où j'ai vu quelque part quelque chose comme ça dernièrement, où à des enterrements, en principe, on installe les enfants
par ordre de naissance. Donc, le plus âgé vient ainsi de suite. Mais là, je constate qu'on a mis les garçons devant et puis les filles derrière. Oh là là. Ça veut dire que les considérations de genre continuent. Le fait qu'on soit homme, femme. Et puis même dans la culture, quand un enfant naît, c'est une fille premièrement, on ne dit pas, par exemple, Adjoano. Quand un garçon vient, on préfère dire Kokuno. Oh. Oui, ça existe toujours. Donc, en tant que fille, en tant que jeune fille, peut-être il y a cette disparité qui existe, que nous constatons amèrement ou que nous avons vécu. Mais comme le dit ma maman, nos diwa, la toi dit que quand tu nais, il faut renaître. C'est clair. Donc, au-delà de ça, il faut, même si on a vécu ces traumatismes, il faut se adapter maintenant aujourd'hui sa vie à ce qu'on souhaite et peut-être aussi apporter sa touche, ce que nous souhaitons, la société que nous voulons, que nous-mêmes nous commencions par apporter cela pour que le monde devienne un peu plus juste. Et sinon? Bon, ce que moi je vais relever principalement, c'est en lien avec la considération que la société a pour la femme, les femmes que nous sommes. Oui. Tu as la compétence pour t'exprimer, pour illustrer une chose, pour faire une activité ou par exemple, diriger une activité dans une localité, vous arrivez et vous êtes directement confronté à cela. Les hommes qui sont là et vous prenez la parole, ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est elle qui parle alors qu'il y a des hommes là-bas qui l'accompagnent. Et pas seulement ça, vous arrivez quelque part, dès qu'il y a un garçon ou bien un homme à côté, on se dirige tout droit directement vers... alors que peut-être c'est toi la responsable. La responsable. Oui, je vois un peu. Voilà. Ouais. Toujours reléguer la femme... au second plan. Au second plan, carrément. L'invisibiliser, justement. Donc, c'est ce défi-là que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Mais bon, on est là pour lutter, pour contribuer à changer les choses. On ne lâche rien. Le débat d'aujourd'hui s'arrête là. Nous étions avec Essenam Noukloui, et les sociologues de formation spécialistes au genre et assistantes au programme Femmes, Jeunesse, Paix et Sécurité à Wanep Togo. Merci d'être passé. Merci de m'avoir reçu. Également avec Eugénie Enyonam Galeyiso Tosso, directrice africaine. Quelle femme est mise en exergue aujourd'hui? Cette semaine, nous sommes en train de travailler, comme je l'ai dit, sur la campagne de communication des femmes dans l'enseignement supérieur. Donc, nous avons fait une petite pause pour les L de la semaine. Par contre, à partir de la semaine prochaine, vous aurez de profils de femmes qui déjà travaillent ou qui sont enseignantes dans le supérieur à l'université de Lomé et à l'université de Kara. D'accord. Bon courage. Merci d'être passé dans la balade. Merci à vous pour l'invitation. On se dit à très bientôt. Moi, je vais conclure en disant que l'engagement doit être collectif si nous voulons avoir une rentabilité durable pour la promotion du genre féminin. Il s'agit aussi de promouvoir le genre masculin parce qu'une femme seule ne travaille pas, elle est souvent accompagnée de femmes. C'est fini pour la balade matinale de ce jour. On va se retrouver vendredi pour le dernier numéro. D'ici là, portez-vous bien, agréable semaine à tous et à chacun. Ciao.